Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne serai pas seule puisque notre maréchal Ferrand va vous faire découvrir les différentes étapes de la maréchalerie. Christophe s'occupe de mes chevaux depuis environ 15 ans à raison d'une visite toutes les 8 semaines. Jusque-là, je touche du bois pour que ça continue, je n'ai jamais eu de soucis de pied. Il a toujours su me guider et me conseiller en fonction des besoins de mes chevaux. Ce qu'il faut savoir sur la maréchalerie, c'est qu'on ne choisit pas de ferrer ou non un cheval juste par conviction. Il faut prendre en compte les aplombs, les activités du cheval, la qualité de la corne, mais aussi l'état des terrains où il est amené à vivre et à travailler. Exactement comme nous, alors en admettant qu'on ait un espace de vie sur cailloux et un espace de travail où on fait beaucoup de routes, pieds nus ou chaussures? Alors bien sûr, on peut toujours s'habituer à tout en restant pieds nus, mais pendant combien de temps allons-nous souffrir le temps que nos pieds s'habituent? C'est bien sûr uniquement mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut. Personnellement, je préfère largement avoir les pieds un peu étriqués dans des chaussures que passer mes journées pieds nus. Ulysse est ferré des 4 pieds. Il a une corne qui a tendance à s'user très vite, d'autant qu'il vit sur un sol dur. Et malgré une tentative de déferrage peu fructueuse il y a quelques années, j'ai décidé en le voyant peiner à marcher pendant 3 mois de lui remettre ses fers. Il est beaucoup plus à l'aise ainsi, donc il les garde même à 22 ans. Cham s'est ferré uniquement des antérieurs car elle a de mauvais aplombs, mais cependant ses pieds sont bons, bien que blancs. Le ferrage lui permet d'éviter de forcer inutilement sur ses articulations pour compenser ses petits pieds tordus. À la base, Tintin devait rester pieds nus, mais entre ses problèmes de locomotion, sa corne très friable et le dénivelé qu'on a chez nous, il était plus judicieux de lui poser au moins 2 fers avec antidérapant en tungstène afin qu'il évite de trop glisser dans les descentes. D'ailleurs, tous les fers de mes chevaux en possèdent, cela évite bien des problèmes dans les pentes. Quant à Tekna et Rasta, elles ne sont pas ferrées car elles ont des bons pieds, des aplombs corrects et vivent très bien comme ça. Rasta a juste besoin d'un parage très régulier car elle a tendance à marcher plus sur un côté du pied que sur l'autre. Je les ferai certainement déferrer un jour si j'arrive à leur offrir un immense terrain plat en herbe et une carrière avec un bon sol, mais pour le moment, leurs chaussures et pédicures leur conviennent très bien. Voilà, je voulais faire une petite introduction, j'ai fait un pavé, désolé. Allez, place aux images. Alors, pour enlever le fer, il faut relever le rivet, qu'on refera tout à l'heure quand on le remettra. Voilà, on relève le rivet. Après, à la tricose, on tire sur le fer intelligemment pour ne pas arracher le pied qui reste. On nettoie un peu. Et on commence à parer le pied. On commence par enlever toute la mauvaise corne abîmée. Pour voir où on en est. On prend les fourchettes. Sans trop exagérer. Par rapport aux repères. C'est quoi les repères? Les repères, c'est la fin de la lacune. Ouais. Et la pointe de la fourchette, bien sûr, au début. D'accord. Sans trop plonger. Parce qu'on pourrait le couper.
fourchette, c'est le cœur du sabot. La charnière du pied. Et on le voit, quand on serre là, on voit. D'accord. C'est ce qui aide à la vascularisation. D'accord. Ça. Et le travail de la fourchette, c'est vachement important. Après, on coupe la corne de façon identique d'un point à un autre. Bon là il n'y a pas beaucoup de talons, on n'y touche pas. Et surtout ce qui est vachement important pour savoir si on est profond ou pas, bon lui il est assez court, hein. Je le pars assez court parce qu'il y a tellement de mauvais pieds que je vais arriver quand même à la corne saine. C'est la couleur du sillon circulaire. D'accord. Quand il est blanc comme ça, on est à fond. D'accord. Certains chevaux ne le supportent pas bien, mais lui il le supporte. Donc voilà. Maintenant on va regarder le pied pour savoir si là ici les talons sont à la même hauteur. Maintenant on va border le pied, la pariétale ça s'appelle, de façon à ce que l'épaisseur de paroi soit identique d'un point à un autre. D'accord. Pour pas qu'à force le fer se retrouve trop en avant. Donc tout dépend des pieds, on le fait plus ou moins. Parce que la paroi c'est quand même très précieux. C'est là où on va accrocher le fer. D'accord. Bien. Voilà. Là on a vu que la paroi elle est quand même rétrécie. Allez, on va enlever les vieux coups. Après on va enlever les antidérapants pour pas qu'ils se détrempent dans la forge parce que c'est pas la même matière. Et puis on va mettre à chauffer les fers. Et éventuellement on reprend un peu les tournures si elles sont modifiées par rapport au pied, si suivant l'évolution du pied. Là il y a la châtaigne, ce sera le pouce. Comme à l'époque où les chevaux marchaient sur les doigts, le pouce, les deux se sont complètement. Le pouce et l'index auraient pratiquement disparu, ils marchent sur le majeur et les deux autres sont partis complètement. Donc le pouce ce serait donc la châtaigne et l'ergot l'index. D'accord. On va mettre un peu le fer de toutes les saletés qu'il y a dessus, là, la terre qui a séché. On reprend un peu la justure parce que c'est très important.
c'est important de bien lui remonter le fer, de façon à ce que le pied ne porte pas trop en avant, en pleine de ferrage. Que les talons soient bien couverts. Si possible qu'il y ait une bonne portée. C'est-à-dire que le fer porte bien sur tout le pied. D'accord. C'est pas toujours, ça arrive pas toujours parce que des fois on part un peu court et on ne peut pas trop porter. Hein. Moins la sole est en appui sur le fer, mieux c'est fait. L'idée c'est qu'elle n'appuie pas du tout, mais ça peut arriver des fois qu'elle porte. On va le faire. C'est un peu à... On va reprendre un petit peu, voilà. Reconnaît-on un fer droit d'un fer gauche? Ben déjà à sa forme. Ouais. Et aussi parce qu'il y a une marque sur l'externe du pied, du fer. Sur l'éponge du fer, à l'externe, il y a la pointure du fer. Donc on sait qu'elle est à l'externe. Ça, c'est quand on le prend dans la boîte. Quand on sort le fer de la boîte, ici, il y a le numéro. Lui, c'est du 3, le numéro est là. Donc on sait que où il y a le numéro, c'est l'externe du pied. D'accord. Donc voilà. Mais après, par rapport à la forme. Parce que là, le fer, par exemple, si on le met une ligne droite, bien symétrique par rapport à l'écart des deux éponges, la branche interne est plus droite que la branche externe qui s'ouvre plus au niveau de la quatrième étampure. D'accord. Donc quand on le voit à l'œil, on sait que c'est un externe, c'est un fer à gauche. Parce que la branche externe, elle est plus ouverte. Alors ça, ceux qui arrivent au galop 6, ils sont censés le savoir depuis le galop 3 hein, quand même. Mais après, ça apprend à connaître tes chevaux, quoi. Ça, c'est les antidérapants pour la route. Ça accroche dans le goudron et ça empêche que le cheval glisse. Très utile pour Tintin. Celui, il aime bien faire du ski. Alors là maintenant on va mettre le fer, ça s'appelle brocher le fer. Et donc le clou, il a une forme spéciale. Au bout, il est droit et après, il rentre, à l'intérieur du clou il reste droit et après au plus haut il est un peu biseauté, ça s'appelle le grain d'orge. La lame, le col et la tête. Voilà. Donc quand on broche, bien évidemment, il faut que le grain d'orge soit à l'intérieur du pied vers la sole et comme ça le clou ressort vers la paroi. D'accord. Et les clous, quel que soit le style de fer, c'est toujours les mêmes? Non, oui, oui. Il y a qu'une... La même forme. Oui. Mais pas les mêmes clous. Dans des gros fers, je ne mets pas des petits clous, quoi. Ah d'accord, il y a plusieurs tailles de clous en fait. Les clous vont avec la pointure du fer. D'accord. Et même lui, je mets un petit peu la taille de clou en dessous, parce que comme il a les pieds très fragiles, plus la lame est grosse, plus ça tire sur la paroi, quoi. D'accord. Quand on lance le clou, il y a plusieurs choses qui nous font dire qu'il est dans la bonne direction, entre guillemets, ouais. Il est dans la bonne direction, mais le bruit, quand on tape, quand il commence à attaquer la paroi, le bruit est un peu plus sourd. D'accord. Et on met le doigt toujours sur le bord de la paroi, fais-moi, et après comme ça, de façon à sentir arriver le clou. Et si des fois on tape qu'on sent que c'est souple, comme là, et comme ça, là, hop, il change de bruit, il sort. Si on sent que ça reste dans le souple, quand on a dépassé les 3 quarts du clou, hop, on sort le clou.
D'accord. Ça veut dire qu'il est... C'est pas dit qu'il blesse le cheval, mais il peut être trop à l'intérieur du siège circulaire et occasionner le gêne. Alors là, on dégorge le bas du clou de façon à loger le rivet. Donc on dégorge, on rabat le clou et on fait le rivet qui rentre dans le trou qu'on a fait avec le dégorgeoir. Et après avec le marteau. Voilà. Maintenant on coupe le clou en laissant un petit millimètre de façon à pouvoir avoir suffisamment de matière pour tendre le rivet. Et voilà monsieur Tintin. Alors est-ce que d'après toi tous les équidés ont besoin d'être parés? Oui. Oui, parce qu'ils les pieds se délabrent, hein, ici les aplombs. Au niveau des aplombs, ils se déglinguent. Hein. Et plus il va surcharger d'un côté, et plus il va continuer à le faire. C'est comme si nous on écrase, si nous la chaussure qui s'use depuis ici, qu'on est comme ça, plus ça va aller, plus ça va jouer, et plus ça va faire ça. D'accord. Donc c'est sûr que dans la nature, ils ne le font pas, mais ils n'ont pas l'espérance de vie des chevaux domestiqués. Et puis ils se font manger avant puisqu'ils n'arrivent plus à courir. Parce que dans le parage, on a quand même beaucoup moins de marge de manœuvre que dans la maréchalerie proprement dit, quoi. Parce qu'on n'a qu'une étape, c'est le parage pour rattraper. Alors que dans la maréchalerie, on a le parage plus le ferrage. Depuis quelques années, les maréchaux utilisent une meuleuse pour parer les chevaux en remplacement de la râpe. Il s'agit d'une machine vendue dans le commerce munie d'un disque spécialement conçu pour le parage d'animaux et vendu par des fournisseurs en maréchalerie. Ils ne sont pas coupants et sont plutôt utilisés à plat, un peu comme une ponceuse. Le bruit et les vibrations peuvent effrayer quelques chevaux et quelques propriétaires. Dans ce cas, le maréchal reste sur une méthode avec des outils plus traditionnels. Mais si le cheval est en confiance, le parage sera plus net et précis avec cet outil. Après il s'habitue, c'est nickel. Hein. Oh, elle me donne déjà le pied. Voilà. Quand un cheval travaille, même les ânes, les mulets, à l'époque les bœufs étaient ferrés parce que ils sont moins sensibles avec des fers que pieds nus. Après il y a des chevaux et des autres animaux qui ont été ferrés qui sont insensibles, même pieds nus. Hein. Il y en a, hein. Mais moi je considère que c'est utile de faire un cheval. Ne serait-ce que pour les aplombs, pour plein de choses, pour la sensibilité quand il est sensible. Voilà, parce qu'au parage, je répète encore une fois, et ça je le maintiens, c'est pour ça que les pareurs naturels, ils vendent leurs marchandises aussi, je ne discute pas, mais je maintiens que le parage, pour reprendre un aplomb, ça ne suffit pas, il faut la maréchalerie derrière. Voilà. Mais la maréchalerie, c'est de l'orthopédie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.